pas assez haut. Vous êtes bien. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo. Alors je vais vous faire la vidéo des pires lectures 2025 en premier. Ensuite je vous ferai sans doute les meilleures. Vous aurez sans doute une vidéo en plus sur les mentions honorables ou alors je fais tout dans la même vidéo mais je pense que ça va être très long. Et vous aurez mes objectifs 2026, notamment la palle. On va commencer par les livres que j'ai abandonnés. Comme mes cheveux abandonnés actuellement. Donc les livres que j'ai abandonnés, il y en a pas mal. Il y en a dont je vais pas parler parce qu'en fait je les ai abandonnés très très vite et du coup j'ai pas grand chose à dire dessus donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais il y en a quelques-uns quand même dont je vais vous parler. Alors, le premier dont je vais vous parler c'est Mood Machine de Liz Pelly. Donc c'est une non-fiction sur Spotify et voilà comment ça fonctionne Spotify, tout ce genre de choses. Ça avait l'air très politique, assez économique tout ça. Et donc j'étais assez intriguée puisque j'utilise Spotify. Et en fait j'ai commencé l'audio, je pouvais pas supporter la voix de la narratrice qui est aussi l'autrice. Donc il valait mieux que j'arrête là, donc je l'ai laissé de côté. Je me suis dit c'est pas grave, je vais le lire en numérique ou en physique. Et donc je l'ai repris à l'écrit. Et non, rien ne me restait en fait de la lecture, c'était assez pénible. Je suis sûre que c'est très intéressant l'essai en lui-même, mais j'ai vraiment pas réussi à avancer, donc j'ai préféré le laisser de côté. C'était mieux. Peut-être qu'un jour je le reprendrai, parce que c'était un sujet qui était assez intéressant. Donc on verra. Mais là, c'était pas le moment. J'ai aussi abandonné, alors pour la deuxième fois celui-là, Night Film de Marisha Pessl, que je ne vais pas reprendre. Donc en français ça s'appelle Intérieur Nuit, il me semble. Alors j'ai essayé une première fois et je m'étais dit que c'était pas très intéressant et que je le reprendrai plus tard, donc je l'ai laissé de côté. Surtout ce que j'aime bien c'était le côté un peu mixed media, vous voyez, il y a des photos, il y a des articles, tout ça, donc ça avait l'air sympa. Donc je me suis dit on va quand même retenter. Alors j'ai retenté, je crois que je suis arrivée à la page 160, quelque chose comme ça. J'attends que mon logiciel s'allume pour vous le dire. Mais j'étais arrivée plus loin que la première fois et vraiment en fait le personnage principal, le narrateur était juste insupportable. Donc pour vous résumer un petit peu le texte, c'est un thriller young adult où on a découvert le corps de la fille d'un très grand réalisateur. Et lui, en fait, le narrateur avait enquêté sur ce réalisateur en pensant qu'il était un petit peu bizarre. Et donc il voulait voilà, prouver qu'il avait raison. Sa carrière et sa réputation de journaliste ont été absolument détruites par son enquête. Et là, il s'est dit qu'il allait s'y remettre en fait avec la mort de cette jeune fille, puisqu'il veut découvrir en fait ce qui lui est arrivé vraiment. Et c'était pas... Non, ça n'allait pas du tout. Il y avait des belles phrases à certains moments, et donc je pense que je lirai d'autres... genre je tenterai d'autres livres de Marisha Pessl, mais vraiment le narrateur et les personnages, ça n'allait pas du tout, donc j'ai préféré laisser tomber. Mon logiciel n'a pas envie de s'allumer. Oh là là, c'est la tristesse. Popo est au régime, du coup elle souffre, comprenez-vous. J'ai donc aussi abandonné Mickey 7 de Edward Ashton. Alors je voulais le lire avant d'aller voir le film avec Robert Pattinson. Je pense que je verrai quand même le film, mais vraiment le livre... non. En fait, le concept est intéressant puisqu'on a une espèce de... Enfin, c'est de la science-fiction et donc il y a cet homme qui s'appelle Mickey qui en fait est un emploi de... Alors attendez, comment ça s'appelle? Disposable, je crois. Je crois que c'est Disposable ou Expendable. Expendable, je crois. Et donc il est dispensable en gros et il meurt et donc on le ressuscite. Et donc il y a plusieurs itérations en fait de son corps. Et donc là on va s'intéresser notamment dans le roman à la 7ème itération du coup. Et je ne vous en dis pas plus si jamais vous avez envie de le lire ou si vous avez envie de voir le film, je ne voudrais pas vous spoiler. Mais du coup il va y avoir un petit problème avec une de ces itérations. Et est-ce qu'on dit itération vraiment? Parce que là j'ai un gros doute. Avec un des Mickey, il y a un problème. Et voilà. Et en fait, ce qui m'a gênée, ce sont les relations entre les personnages, puisque il est censé avoir un ami, et les relations sont juste horribles. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec les personnages, et donc j'ai préféré arrêter parce que c'était pénible et j'arrivais pas du tout à avancer. Donc voilà. En fait, cette année, j'ai été assez stricte au niveau... Enfin, assez stricte, entre guillemets. Au niveau des abandons, c'est-à-dire que quand je sentais que vraiment ça n'allait pas du tout et que ça me saoulait, je préférais arrêter et lire autre chose. Donc voilà, Mickey 7, c'était
ça s'est arrêté assez rapidement parce que j'étais assez agacée. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un des vlogs, je crois que je l'ai lu en mars. Et voilà, j'ai très vite arrêté. J'ai aussi tenté d'écouter The Only Purple House in Town d'Anne Aguirre. Alors là, c'était... non, c'était la romance qui n'allait pas du tout. Et aussi le côté found family, mais sur lequel on insiste. C'est-à-dire qu'il y a les termes de found family dans le texte. Et donc ça donnait vraiment une impression très bizarre de voici le procédé et on vous le donne, c'était étrange. Et donc j'ai préféré aussi arrêter. La couverture était belle, mais je me suis dit que voilà, il y avait d'autres livres de ce style qui pouvaient davantage me plaire. Je ne me souviens même pas de quoi ça s'agit en fait. Je crois qu'il y a des sorcières, mais j'ai un gros doute. Je sais que c'est une maison où on a plusieurs types de personnages et c'était ça qui m'intéressait, mais voilà, ça n'allait pas. J'ai aussi abandonné The Enchanted Greenhouse de Sarah Buff Durst. Alors j'avais beaucoup aimé The Spell Shop que j'ai écouté je crois en janvier ou en février et c'était vraiment sympa. Je lui ai mis une super note, d'ailleurs je crois que je lui ai mis 4,5, enfin il était pas loin du coup de cœur, donc c'est vraiment bien. Mais par contre le 2 non, parce qu'en fait le problème avec ce tome 2 c'est que la romance est très 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 lourde et notamment on a le personnage féminin qui sort des trucs du style, j'ai pas du tout allumé le bon en fait, j'ai ouvert le tableau Excel de 2026 et donc non, bah non. Et donc on a le personnage principal qui parle voilà, de ce mec qui est si beau et tout ça et c'était juste très lourd. Voilà, donc j'ai préféré arrêter parce que voilà, je savais que la romance allait pas me plaire, c'est dommage parce que l'univers lui-même me plaisait. Et là en plus on a, il me semble, un chat ailé et on va avoir en fait, on va suivre un personnage dont on parlait en fait dans The Spell Shop. Donc j'avais bien envie en fait de découvrir son histoire, mais mais non, c'était pas possible. Donc pour vous résumer quand même un peu, les romans dont je viens de vous parler, donc The Spell Shop et The Enchanted Greenhouse sont tous les deux traduits en français et ce sont des cozy fantasy dans le même univers. Donc c'est pas tome 1 et tome 2, c'est plutôt des tomes compagnons. Mais voilà, là c'était pas possible pour moi, j'ai immédiatement très très énervée par la romance, donc j'ai préféré abandonner. C'était pas la peine en fait d'avancer, de continuer à avancer et de mettre une note pourrie. J'ai aussi abandonné à mon grand désarroi pour le coup le procès de Franz Kafka, donc c'est une nouvelle traduction. Et en fait, je me demandais pourquoi il était si court, parce que j'avais une autre édition à la maison assez ancienne, et qui était beaucoup plus longue. Et en fait, c'est parce que c'est écrit ultra serré, en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? C'est une blague. Et donc il y a aussi des chapitres que j'ai trouvés dans mon édition antérieure qui ne sont pas dans cette édition-là. Donc je pense que je vais relire le procès dans l'ancienne édition que j'ai. Et surtout, il y avait des moments, il y a des trucs trop bizarres. Enfin, la relation du personnage principal avec les femmes, qu'est-ce qui se passe? Et c'était... J'ai trouvé que la langue était bizarre, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était étrange, donc j'étais un peu gênée dans ma lecture, donc je pense que je retenterai le procès dans une autre édition, mais bon quand même, il y avait quand même les relations du personnage principal avec les femmes qui me... Et puis c'est aussi tellement bizarre, enfin voilà, je ne sais pas, donc je retenterai, mais voilà, pas sûr que ça fonctionne mieux la deuxième fois, hein, je préviens. J'ai quand même bien envie d'essayer parce que c'est quand même Kafka, donc j'aimerais bien pouvoir le lire. Ah, j'ai oublié de vous dire que dans The Only Purple House on the Street, il y avait le personnage principal qui stalkait la fille depuis des années. C'était trop bizarre d'apprendre ça comme ça au détour de... Voilà, ah, bon bah d'accord. Oui voilà, ici c'était vraiment la nouvelle traduction avec manque de passages, la façon dont c'était écrit j'aime pas du tout, ni le personnage principal. Ah oui, le personnage principal aussi est très imbu de sa personne, c'est incroyable. J'ai aussi abandonné The Baby Dragon Bakery de Amna Qureshi, j'avais lu la même année, donc en 2025 j'avais lu The Baby Dragon Café je crois, ça s'appelle comme ça, et c'était vachement bien, j'ai bien aimé le côté dragon en fait, le côté fantasy en fait, et la fin aussi, mais c'était... pas un coup de cœur, mais c'était un livre où je m'étais dit, ouh, c'était sympa, c'était cool. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas retenter avec le tome 2? Eh bien non. Parce que là, la romance, encore une fois, est très très lourde. Et il y avait ce procédé d'écriture que je n'aime pas du tout. Le Friends to Lovers. Et en plus, il y a beaucoup de mauvais... Enfin, ils communiquent pas l'un avec l'autre. C'est pour ça que ça fonctionne pas au début. Et ça m'agace profondément. Et donc, j'ai trouvé aussi ici que la romance prenait beaucoup le pas, en fait, sur la fantasy. Puisque dans le tome 1, on avait... certes une romance, mais c'était quand même centré sur les dragons. Là vraiment, on se concentre vraiment sur la romance et c'était pas, voilà, c'était pas du tout ce que je voulais. J'ai l'impression que comment dire, l'univers est passé au second plan en fait et c'était pas ce que je voulais. Donc j'ai préféré abandonner. Il y a un tome 3 qui est sorti ou qui va sortir cette année. Je ne sais pas du coup si je tenterai de le lire. J'ai un doute. J'ai aussi abandonné La Vérité sur l'affaire Harry Kéber.
C'est dommage parce que l'histoire était plutôt intéressante, mais il y a énormément de choses dans ce livre que je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que je n'ai pas du tout en fait aimé le style d'écriture. C'est mon goût personnel, mais vraiment ça m'a assez agacée. Alors là, spoiler, si vous n'avez pas lu le livre et que vous avez envie de le lire, partez. Parce que oui. La relation entre une gamine de 15 ans et un homme de 34, c'était... Non, c'était pas possible parce que du coup on avait des phrases comme oh là là je ne peux pas lui résister, Nola. Non mais non, en fait tu es un adulte, tu as 34 ans, tu peux résister. Donc non. En fait non, voilà, c'est non, parce que c'est vraiment une déresponsabilisation de l'homme, et c'était terrible, j'ai vraiment détesté, et j'ai trouvé les réflexions sur l'écriture agaçantes. En fait tout m'a énervé dans ce livre, donc voilà, et j'aurais continué, parce que ça se lisait vachement bien, c'était assez fluide, et j'aurais continué s'il n'était pas aussi long, puisqu'il faisait je crois 800 pages, 700 ou 800 pages, et j'avais pas envie de m'infliger 800 pages, alors que déjà j'aimais pas à peu près tout en fait. Donc j'ai préféré laisser tomber, c'était non. Et du coup pour me spoiler, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à la fin, ça avait l'air pourtant intéressant vraiment, hein. Mais non, vraiment non. J'ai aussi abandonné un livre que j'attendais avec impatience, mais voilà, ça arrive, hein. J'ai abandonné Catabasis de R.F. Kuang. Oui, parce que je me suis ennuyée à mourir et que c'était pas du tout ce que j'attendais. Là on était dans une fantasy où 2 étudiants vont descendre, 2 doctorants il me semble, vont descendre aux enfers pour aller chercher leur prof et le ramener. Donc je me suis dit, trop bien, on va voir l'enfer, ça va être sympa, on va avoir des références culturelles, machin. Il va y avoir aussi le côté Dark Academia, donc ça va être sympa. Pas du tout. C'était vraiment, oui, c'était ennuyeux en fait. Et j'ai pas du tout apprécié les personnages. Alors j'aime aussi les livres où il y a des personnages qui sont... détestables ou qui sont difficilement appréciables, mais là vraiment c'était... non, parce que rien n'allait en fait, l'histoire, même l'écriture j'ai trouvé qu'elle était très plate, c'était très étrange, enfin, oui, en fait il y a rien qui me convenait dans ce livre, c'était assez terrible, et j'ai eu beaucoup de mal, enfin en fait, même l'histoire en elle-même, donc là, spoiler, quand même. Alors je me suis arrêtée à 22%, donc spoiler, mais c'est assez tôt dans le livre. Je ne comprends même pas pourquoi ces 2 personnages, et notamment le personnage féminin, Alice il me semble, vont en enfer pour aller chercher leur prof, puisqu'il est juste affreux. Donc enfin voilà, j'ai eu... non. Donc j'ai préféré abandonner. J'ai aussi abandonné... j'ai mis dans le mauvais sens. I'll Be Gone in the Dark de Michelle McNamara, parce que c'est true crime et que je me suis dit je vais le tenter parce que c'est bien écrit, effectivement c'est bien écrit, et parce que c'est un livre qui est assez mis en avant quand on parle de true crime. Je me suis dit on va tenter avec quelque chose qui peut-être va m'attirer niveau écriture. Non, pas du tout. Vraiment le true crime c'est juste pas pour moi, donc on va arrêter maintenant en fait. Je me suis arrêtée à 5%, c'était assez rapide, mais vraiment tout ce qui est crime, mais pas thriller ou pas policier, mais vraiment des trucs vrais, c'est pas possible, je peux pas. Donc voilà. Voilà, on va arrêter le true crime dès qu'on a commencé. C'est-à-dire que je n'en ai lu qu'un que j'ai réussi à finir. C'était In Cold Blood de Truman Capote. Et vraiment, lui, c'était non. Donc rien à voir avec l'écriture, parce que c'était vraiment bien écrit. Mais c'est juste pas mon genre de lecture, il faut pas que je lise ça. Et enfin, le dernier livre que j'ai abandonné, c'est Quand un roi perd la France de Maurice Druon, le tome 7 des Rois Maudits. Donc j'ai fini les Rois Maudits cette année, parce que pour moi, ce livre, ce n'est pas la fin des Rois Maudits. C'est-à-dire que les Rois Maudits, ça se termine au tome 6. Je vais pas vous dire avec quoi parce que voilà, mais on va dire que c'est logique, c'est la fin, il n'y a pas besoin de tome 7. Et donc je me suis dit, bizarre, il y a un tome 7, on va regarder. Et dès le début, la narration n'a rien à voir avec les 6 tomes précédents, donc on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. L'introduction de l'auteur était intéressante, mais vraiment, pourquoi parce que enfin, non. Donc déjà la narration est différente et du coup, on ne retrouve pas les personnages qu'on a aimé suivre ou qu'on a détesté suivre dans les tomes précédents. On se retrouve avec quelqu'un de nouveau. On se retrouve aussi alors il me semble qu'on est plusieurs années après la fin du tome 6. Et voilà, donc non. Vraiment non. Pour moi, la série s'arrête au tome 6. Voilà. Et donc c'est fini pour les livres que j'ai abandonnés. Maintenant on passe aux livres que j'ai détestés. Alors je les ai pas vraiment détestés. Il y en a certains, ils sont juste là parce que vraiment c'était... mais il y en a, ils sont là parce qu'ils méritent, vraiment. D'ailleurs, il y en a un, j'hésite encore sur la place qu'il a. Donc vous allez avoir un flop 6. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Je ne vous garantis pas que ça va arriver, mais je vais essayer de tout mon cœur de ne pas m'énerver. Alors, donc le 6ème, c'est pas... Alors, je suis vraiment dure de le mettre dans mon flop 6, j'avoue. Mais en fait, c'est ma plus grosse déception, je pense, ou une de mes plus grosses déceptions de l'année. C'est pour ça qu'il est là. C'est plus une déception...
qu'un flop 6. Donc on va dire que c'est un flop 5 plus une déception. Histoire d'être sympa quand même avec lui. Donc ce 6e livre, on va dire ce hors podium, c'est La faute de l'abbé Mouret d'Émile Zola. J'adore Zola, hein, je trouve qu'il écrit super bien, j'adore ses personnages, j'adore comment il fouille la psyché humaine vraiment. Mais là, là ça n'a pas fonctionné pour moi parce que j'ai trouvé que c'était presque caricatural. Il y a une espèce de dichotomie dans ce livre. En fait on va suivre donc l'abbé Mouret. Et donc on va se centrer sur la religion, et je vais pas trop vous en dire, mais cet abbé, on l'a rencontré dans le tome précédent, donc dans la conquête de Plassans, il me semble. Il me semble que c'était le tome précédent. Donc on l'a rencontré, c'est un personnage que j'ai trouvé sympa, mais qui était assez à l'écart des autres. Et donc là, on a vraiment son histoire à lui. Et donc, franchement, c'est toujours aussi bien écrit, il y a toujours de très belles métaphores, c'est toujours, oui, très... presque allégorique. Et donc c'est aussi très très symbolique, hein, ce livre, bah, comme j'ai envie de dire comme souvent. Oui, ça arrive. Mais là, vraiment, c'était trop... En fait, on a des images qui sont vraiment très belles. Alors, par exemple, spoiler, on va avoir l'image de la nature sauvage et de la vie et tout ça, alors que l'église et la religion, c'est la mort. Et donc, on va avoir une espèce de dichotomie comme ça, avec Serge qui est trimballé en fait entre les deux, et qui ne sait pas quoi choisir. Et voilà, donc c'était vraiment très bien écrit et très bien fait, notamment le côté jardin d'Éden. Mais vraiment... La façon dont la religion est représentée ici est tellement caricaturale que pour moi ça n'a pas marché en fait. Il aurait fallu... Enfin, il n'a ici que des personnages qui ne sont même pas catholiques en fin de compte, qui sont quasiment hérétiques, tellement leur vision de la religion est extrême. Et du coup, pour moi, du coup, c'était pas... Je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal. Et puis j'ai aussi trouvé qu'il y avait un espèce de mépris pour la classe paysanne qui était bizarre. Enfin... Je sais pas, le village, là, enfin voilà, c'était un peu étrange. Par contre, il y avait une très très belle scène à la fin, donc attention spoiler à nouveau. Très belle scène à la fin de la mort d'Albine, que je m'étais spoilée, mais que j'ai trouvé vraiment très très belle, c'est très bien écrit. Mais voilà, donc déçue par ce tome. C'est, je crois, le premier livre... Le premier tome des Rougon-Macquart qui me déçoit. Donc bon, même Le ventre de Paris qui avait pourtant énormément de descriptions de viande notamment, et de poisson et une scène d'abattage, ça passait quand même. Donc là vraiment c'était... Ouais, j'ai trouvé que c'était trop caricatural. Et peut-être aussi que j'ai lu trop de Zola l'année dernière, puisque c'était mon troisième Zola de l'année. Donc cette année normalement je dois lire son Excellence Eugène Rougon. Je pense que ça passera mieux, puisque je pense que c'est beaucoup plus politique, donc ça m'ira mieux. Nous allons avoir une popo sauvage qui va apparaître. Je vous préviens. Le 5, alors le 5 c'est lui qui peut-être aurait dû être un peu plus haut tellement je suis énervée, mais en fait comme je l'ai lu tardivement dans l'année, je me suis dit que je pouvais pas le mettre plus haut. C'est We Are the Weather, Saving the Planet Begins at Breakfast, voilà, une popo sauvage, de Jonathan Safran Foer, donc qui est traduit par L'avenir de la planète se joue dans notre assiette, je crois. Et je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans le vlog des 200. C'est pas possible, en fait. J'ai trouvé que c'était, pour résumer et pour être rapide parce que je vous en ai déjà parlé, j'ai trouvé que l'auteur faisait preuve d'un narcissisme terrible ici. Et, enfin, c'est compliqué quand même de donner des leçons de morale et de demander à des gens de faire des choses que nous-mêmes on fait pas. Donc, voilà, j'ai beaucoup de mal. Je pense que ce livre va quitter ma bibliothèque d'ailleurs parce que non. Et j'ai pas aimé comment c'était présenté, j'ai pas aimé le côté moralisateur, mais pas moralisateur parce que lui-même n'y arrive pas. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai fini par... Alors, il va quitter ma bibliothèque, mais il y a mes commentaires en fait en marge, donc désolée à la personne qui va le recevoir et qui va se retrouver avec des commentaires assez désobligeants, je veux le dire. J'ai presque envie de le garder juste pour ça, mais en fait j'ai juste envie qu'il quitte mes étagères. Donc voilà, donc vraiment très grosse déception. Et plus j'y pense et plus ça m'énerve, donc voilà, donc pour résumer un peu, c'est une non-fiction sur la crise climatique et comment on peut avoir un rôle positif dans cette crise climatique. Alors j'ai fait une bêtise avec mon appareil, ce qui a endommagé le fichier. Et donc en fait il y a tout un livre, enfin il y a un livre en fait dont je vous ai parlé pendant un moment, au moins 10 minutes, et toute cette partie de la vidéo, voilà, a disparu. Donc je vous parlais du coup de We Are the Weather, et je vous disais que ça, enfin oui, ça évoquait l'impact positif qu'on peut avoir si on change son alimentation. Sauf que l'auteur n'en parlait pas pendant les 80 premières pages parce que voilà, c'est difficile de demander aux gens de changer leur alimentation et du coup il parle de...
voilà, de la crise climatique ou du changement climatique, sans évoquer le sujet même du livre. Enfin bref, ce livre m'a beaucoup énervé, donc passons à autre chose. Le suivant, donc c'est 4ème position sur, dans l'échelle du flop, on va dire. J'attendais beaucoup de ce livre, c'est peut-être aussi pour ça que du coup il m'a autant déçue. Je l'avais... J'ai un doute, est-ce que je l'avais précommandé ou est-ce que je l'ai commandé le jour de sa sortie? Je ne sais plus. Mais je crois que je l'ai commandé le jour de sa sortie. Et c'était une très très grosse déception. C'était Human Rights de June Dawson, donc voilà, c'est le dernier tome d'une trilogie, Majesty's Royal Coven. Et alors, attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous ne voyez pas le reflet de ma lampe, mais compliqué. Faire ça. Donc je vais le reposer par contre parce que je peux pas tenir les deux à la fois. Donc Human Rights, donc 3ème tome de A Majesty's Royal Coven. Alors j'avais beaucoup aimé A Majesty's Royal Coven, le premier tome, qui était vraiment top, qui était, enfin c'était pas un coup de cœur, mais c'était vraiment un bon premier tome. Le 2 j'avais moins aimé, alors, parce qu'on se concentrait sur un personnage que j'appréciais pas spécialement. Alors pour vous résumer rapidement l'histoire de la série, on va suivre le Coven de Sa Majesté, donc en Angleterre. Et on a aussi un préquel avec Anne Boleyn, donc c'est elle qui fonde en fait ce Coven. Donc tous les livres étaient très bons ou bons, enfin ou en tout cas oui voilà, je les ai assez appréciés. Et celui-là vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Au début ça allait, ce qui s'est passé un truc que j'attendais depuis le tome 1. Donc c'était cool cette partie, et puis après voilà, plus on avance et plus je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Déjà on avait des espèces de phrases qui me semblaient très conventionnelles, très parlées, en fait très orales, et qui tu m'as demandé mais qu'est-ce qu'elles ont, enfin qu'est-ce qu'elles font là? En fait elles étaient très tendance on va dire, en fait ça faisait vraiment parler des réseaux sociaux quoi, donc c'était un peu gênant pour moi. Ouais, il y avait tout un tas de choses qui me... Il y avait aussi beaucoup de fautes dans cette édition, et alors pour le prix du livre franchement, enfin voilà, là c'est pas l'auteur, l'autrice plutôt, qui est en cause. C'est l'éditeur qui, du coup, n'a pas bien corrigé le livre et qui l'a envoyé à l'impression avec des tas de fautes, donc c'était assez gênant. Mais surtout, en fait, j'ai pas du tout cru à la fin. Plus on avançait dans le livre, et plus je me disais, mais il y a un truc qui va pas là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Et c'est vraiment dommage parce que là, en fait, j'avais l'impression que l'autrice décidait de nous mettre la tête, en fait, dans les sujets qu'elle évoque, donc c'était vraiment trop dommage, quoi. Enfin, ouais, c'était pas bien fait, en fait. Et voilà, c'était... En fait, j'avais l'impression qu'elle prenait son lecteur ou sa lectrice pour un idiot. Et c'était pas ouf. Et j'ai pas aimé la fin non plus. J'ai trouvé que c'était trop facile. Alors, spoiler du coup, attention pour ceux qui n'ont pas lu ce dernier tome. C'était l'histoire de voyage dans le temps. Ça va pas du tout. Enfin, je sais pas, c'était tellement facile. Enfin, non. C'est une bonne idée que Senate soit la fille de Léonie. Et j'ai bien aimé aussi ce lien très spécial de Léonie avec Gaïa, ça c'était vraiment top. Mais vraiment, le côté voyage dans le temps, le côté très conventionnel, la fin avec Kiara que j'ai pas du tout apprécié. Enfin, voilà, c'était... Plus j'ai avancé, plus je me disais, mais what the fuck. Donc voilà, très déçue par ce livre. Vraiment trop dommage. Et ouais. Mais j'ai l'impression que je suis souvent déçue par les... Enfin, souvent déçue. Oui, c'est souvent qui tout double avec les derniers tomes de trilogie. Hein. Soit c'est vraiment top, au même niveau que les autres, ou meilleur. Soit c'est vraiment... Voilà. Donc, vraiment trop dommage. Je pense que j'ai rien oublié de ce que j'avais à dire. Ouais, j'ai... Trop dommage. Mais je vous conseille quand même de lire au moins le tome 1, parce que le tome 1 est bien. Le tome 2, bon, est bien aussi, mais voilà, c'est le personnage qui est mis en avant n'est pas un personnage que j'apprécie, donc voilà. Mais ouais, ce tome 3, c'est un peu du gâchis, quoi. Je pensais le garder quand même parce que j'aime beaucoup cette couverture, hein. Je trouve qu'elle est vraiment... Franchement, je trouve qu'elle est top. J'aime beaucoup. Et puis il y a aussi des moments où on retrouve quand même ouais, un petit côté bien dans l'écriture, et puis après, je sais pas, on retourne dans des trucs... Enfin... Je sais pas. Est-ce que c'est qu'on voyait trop l'autrice dans son texte et que du coup on passait outre le livre et qu'on revenait dans la réalité? Je sais pas. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour moi. C'est dommage. Bon, j'ai un fichier corrompu dans la vidéo que j'ai tournée là juste avant. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas quelle partie a été effacée. Donc voilà. Si c'est celle-là, donc bon, voilà, sachez que j'ai été très déçue par la fin. Notamment parce que voilà, c'était pas du tout subtil et que
voilà, c'était... Le message était forcé, ce qui est franchement dommage. Donc il reste le flop 3, donc les 3 derniers. Il y en a 2 qui sont en lien, mais ils sont pas ensemble, puisqu'il y en a un qui est à la 3ème place et l'autre à la 1ère. Donc il y aura un autre livre entre temps, histoire d'avoir une petite transition. Et donc on va parler de ces 3 derniers livres. C'est vraiment... Voilà. Ces 3 derniers livres sont... Il y a du niveau. Après c'est... Personnellement, ce que moi j'en pense, évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne les aimerez pas. Oh, c'est dommage, j'ai pas fait de chronique. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimerez pas, mais moi vraiment, c'est pas... Non. 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 Voilà. Alors. Là, sur la 3ème place du podium, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je m'attendais à ce que ce soit le voyage de l'auteur pour voir La Panthère des Neiges, quoi. Sauf que en fait, il nous parle beaucoup de lui et de sa vie, et je m'en fous. En fait, ce n'est pas ce que je voulais lire, donc c'était assez énervant de le voir tout le temps revenir à lui. Notamment, il compare La Panthère des Neiges à une femme qu'il aime. Ok, bah très bien. Cool. Ok. Il y a aussi ce passage sur son nom qui signifie blaireau, et où il nous parle du fait que lui, contrairement au blaireau, n'est pas monogame. On s'en fout, en fait ce n'est pas le lieu. Et c'était juste très très frustrant. Là aussi j'ai fait des petits commentaires. C'est dommage parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais vraiment le fait qu'il parle tout le temps de lui et qu'il ramène tout à lui, c'était juste, voilà. Il fait aussi des suppositions sur les relations entre les gens du groupe avec lesquels il est. Et en fin de compte, c'était beaucoup plus à son sujet que sur La Panthère des Neiges. Donc voilà, assez décevant. Ouais. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus en fait. Parfois c'est bien écrit, c'est dommage. Mais vraiment, moi et mon nombril quoi. Donc juste pas intéressant. Dommage. Alors oui, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien sûr si vous aimez ces livres, le jugement que je porte sur ces livres n'est pas un jugement sur vous en tant que lecteur. Hein. C'est un jugement... personnel, c'est juste mon goût personnel, voilà. Alors, la 2ème place du podium, je pense que ça aurait dû être le premier, mais en fait le premier est tellement énervant que voilà, j'ai préféré laisser celui-là en 2 et garder la 1ère place pour l'autre. Voilà, donc le 2 c'est Bride de Daily Hazelwood. Alors, donc pour résumer, je pense que tout le monde connaît Bride, presque tout le monde, mais je résume quand même. C'est une romance paranormale où on va traiter de loup-garou, voilà déjà. Et j'ai trouvé ce livre ultra gênant, surtout que je l'écoutais en audio. Et donc il y avait surtout parce qu'il y avait énormément de scènes sexuelles et que je vous l'ai dit dans le vlog des 200 avec l'esprit de Noël, vraiment les scènes sexuelles, non, c'est pas pour moi. Voilà, il faut non. Je déteste lire des scènes sexuelles, je déteste écouter encore plus des scènes sexuelles. Et là, c'était tellement gênant et tellement embarrassant, et c'était pire que l'esprit de Noël. Donc vraiment, Bride, c'était... Je vais essayer de lire d'autres livres d'Elie Hazelwood, mais je ne lirai pas par exemple Deep End de cette autrice, parce que je sais qu'il y a beaucoup de smut, et vraiment, ce n'est pas fait pour moi. Donc je vais essayer d'être un peu plus... clair, mais c'est vraiment un des audiobooks les plus embarrassants que j'ai lus. Et voilà, et j'espérais que personne n'entende autour de moi et que mes écouteurs étaient bien branchés parce que c'était très très gênant, très cringe. Je ne sais même pas comment dire ça. Spoiler. Dans la partie loup, il y a un côté biologique pour les loups, donc ça rend les scènes sexuelles encore plus gênantes, et comme déjà de base les scènes sexuelles je n'aime pas ça, là c'était long, gênant pour les personnages et pour les lecteurs, et se représenter ça c'était juste waouh, non merci. Et aussi j'ai beaucoup de mal avec les personnages masculins qui disent tout le temps fuck, oh you're so hot, non, vraiment je veux pas de ça dans mes oreilles, je veux pas de ça dans mes livres, gênant. Et oui, il y avait beaucoup aussi de gémissements. Pourquoi? On a compris, il n'y a pas besoin, vraiment, il n'y a pas besoin de mimer la scène, merci mais non. Donc voilà, donc les narrateurs étaient très bons, juste, c'était dommage pour moi parce que du coup c'était...
Voilà, non, il faut pas faire ça. Il y a quand même des choses que j'ai bien aimées, j'ai notamment bien aimé l'amitié entre les personnages féminins. J'ai bien aimé Anna et sa relation avec deux autres personnages. J'ai bien aimé l'univers qu'on arrive à voir entre deux scènes. Voilà, le côté... ouais, l'univers qu'a créé l'autrice était sympa. Avec les vampires, les loups-garous, les humains et l'espèce d'entente à peu près qui existe entre eux. Il y avait un peu de côté politique, ça j'ai bien aimé. Et j'ai aussi bien aimé le côté Found Family, qui était vraiment vraiment sympa. Mais j'aurais aimé en fait en avoir plus et avoir moins de ce qui m'a gênée. En fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que je lisais le livre que je n'ai continué à l'écouter que parce que je voulais savoir comment allait se résoudre le côté amitié, donc spoiler. Serena a disparu et Misery peut la retrouver. Et en fait c'était juste, je voulais savoir comment ça allait se passer. Je voulais comprendre comment elle avait disparu et pourquoi elle avait disparu. C'était tout ce que je voulais. Donc j'ai continué juste pour ça. J'ai vraiment pensé à abandonner ce livre parce que je n'appréciais pas la romance. Je ne suis pas une lectrice de romance. Enfin, j'en lis quelques-unes, mais c'est pas mon genre préféré. J'en lis souvent parce que les prémices m'intéressent et souvent il y a un côté fantasy ou un côté particulier à l'histoire à côté de la romance qui va m'intéresser. Par exemple pour l'esprit de Noël, ce qui m'intéressait c'était le côté réécriture de Dickens. Ce qui m'intéressait aussi pour Bride, c'était le côté loup-garou, vampire, l'espèce de... voilà, le côté alliance, puisque Misery est une vampire et... comment il s'appelle, Lo est un loup-garou. Donc le côté alliance politique m'intéressait beaucoup. Mais en fait c'est pas sur ça qu'on se concentre ici. Donc j'essaie différents auteurs et notamment différentes autrices pour la romance et j'essaierai un autre roman de Daily Hazelwood, mais vraiment celui-là c'était pas pour moi. En fait le smut c'est pas pour moi. Donc à partir du moment où il y a mention de smut, faut pas que je le sais maintenant. Voilà, c'est ce livre-là d'ailleurs qui m'a fait comprendre que vraiment c'était pas pour moi. Et en fait à un moment donné, plus j'avançais, moins j'étais investie dans la romance et plus je me disais mais pourquoi 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 je continue en fait? C'est dommage parce que j'aimais bien l'idée, mais ouais, non, non. Et très rapidement, alors là aussi spoiler, j'ai très rapidement compris que Misery était la mate ou la compagne primale, on va dire, dans côté loup-garou, de Lo. Et j'ai pas... en fait, je pense que le côté loup-garou, c'est juste pas fait pour moi. Le concept de mate et la réaction en plus de Lo à ce que lui dit Misery, c'était... En fait, toute la scène où elle lui dit... Oui, je sais que je suis ta mate et voilà. Et le côté... non mais pas du tout en fait. Nous c'est pas du tout ça. En fait, le personnage masculin qui dénigre le personnage féminin qui s'ouvre à lui, arrêtez. Et tout ça pour faire... Non mais c'est parce que voilà il se sentait mal, il savait pas, machin. Non, non, je m'en fous. C'était juste gênant cette scène en fait, j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas du tout aimé ces scènes où, oui, enfin, où il y a le côté oui, bestial, animal, le côté alpha, non, pas du tout. Et c'est dommage parce que j'ai bien aimé le speech de Misery sur le fait que bah, peut-être elle était pas sa compagne, enfin sa compagne primaire là, et que c'était pas grave parce que du coup c'était ok d'avoir un autre type de relation, pas le type de relation où voilà, ça va durer toujours et on a quelque chose de fusionnel, mais un type de relation où, voilà, différent, et ça veut pas dire qu'on s'aime pas, et ça veut pas dire non plus qu'on n'est pas fait pour être ensemble. J'avais beaucoup aimé ce discours de Misery, je me suis dit, ah là, le livre devient intéressant, et en fait, ce discours a été complètement détruit par la réaction de Lo, et par le fait qu'en fait, Misery et sa compagne primale là. En plus je me suis rendu compte en écrivant ma review qu'elle était vierge, donc il y avait en plus cette notion étrange de c'est une vierge, elle n'appartient qu'à moi, et oh là 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 non c'était un peu gênant. Il y a rien de mal au fait qu'elle soit vierge bien sûr, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment gênée, et c'était traditionnel, old fashioned, mais pas dans le bon sens. Je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout pour moi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et c'était très gênant. Je me suis dit que peut-être du coup il fallait juste pas que je lise de livres avec des loups-garous. Parce que voilà, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu Wolves and Werewolves in History and Popular Culture, où il y avait plein de références à des romans de loups-garous ou quoi, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Mais si c'est tout le temps comme ça va pas le faire. Je pense que j'ai quand même en essayer d'autres. J'essaierai aussi d'autres livres du coup d'Elie Hazelwood, mais vraiment j'étais tellement gênée par ce livre. C'est mon pire souvenir lecture de l'année, je pense. C'était... ouais. Et en fait, plus j'avais ces scènes-là dans les oreilles, et plus je me disais, pourquoi je continue?
il faut que j'arrête. Et en fait je me suis rendu compte, à force je me suis dit plusieurs fois, et à 85% vraiment il y avait une scène, j'étais là non je peux plus, c'est bon j'en ai marre. Et je me suis rendu compte que j'étais à 85% et je me suis dit je vais quand même le finir parce que je veux le fin mot de l'histoire, mais je ne continuerai pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait une suite, je sais plus comment s'appelle la suite d'ailleurs, le tome suivant, et je crois que ça s'appelle Mate. Hein. Ouais, ça s'appelle Mate. Donc déjà ça s'appelle Mate, ça va le faire. Ça va pas le faire. C'est avec un hybride humain et un loup alpha. Non. Non, non, on va rester safely avec... On va rester du côté des romances cosy, mignonnes, tout ça. Pas ça. Non, je suis désolée, mais c'est vraiment pas mon truc. Et alors le pire livre de l'année, c'est un livre que j'ai lu en janvier pour les cours. Ça s'appelle L'usure d'un monde de François-Henri Dessérables. Et comment vous dire ça? Non. Non. Alors, je crois que j'ai fait ma chronique directement sur le blog là pour le coup. Et alors, en fait, tout le problème de ce livre, c'est le marketing, puisqu'il a été très mal marketé, puisque c'était un peu en mode oh là là, c'est un écrivain français qui va risquer sa vie en Iran pour parler de des femmes qui s'y trouve, oh là là, qu'est-ce qu'il est brave et qu'est-ce qu'il est courageux, pas du tout. En fait, c'est un homme français, effectivement, blanc, qui décide d'aller en Iran, mais pour revivre en fait, pour refaire le parcours de... Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. C'était l'auteur de L'usage du monde, voilà, Nicolas Bouvier. Donc il veut... refaire en fait le parcours de Nicolas Bouvier qui est parti donc à 24 ans pour faire un voyage, et donc François-Henri Dessérables veut faire la même chose, sauf que le livre n'a pas du tout été vendu comme ça, puisqu'il est vraiment vendu en mode oh là là, il va en Iran, qu'est-ce que c'est quoi. Donc ça m'a saoulée en fait. Et il y a aussi des scènes très très cringe, très très gênantes, où l'auteur lui-même se met en scène et se moque de lui-même, mais en fait pour moi ça n'a pas du tout fonctionné, et voilà, en fait ce livre m'a beaucoup énervée. Là je suis moins énervée parce que ça fait très longtemps que j'ai lu et que je n'ai pas écrit de chronique, heureusement, parce que je pense que ça aurait été, voilà, mais je pense que j'en ai une, hein. Je suis persuadée que j'ai écrit une chronique, d'ailleurs c'était une co-chronique avec La Panthère des Neiges, puisque tous les deux sont des récits de voyage du coup. Il y a vraiment des scènes du style oh là là elle me drague machin, non elle te drague pas, c'est juste que là en face de toi t'as quelqu'un qui est espion en fait pour le gouvernement iranien, donc tu risques ta vie en fait, donc en fait elle te sauve. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses comme ça qui étaient vraiment très très gênantes, et voilà, c'était... Je sais pas, c'était quelque chose enfin c'est un livre qui m'a mis très mal à l'aise et qui m'a beaucoup énervée. Je me souviens on a eu une séance en cours où je me suis aussi énervée d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que j'ai réussi un peu à effacer ce livre de mon esprit. Heureusement. Parce que ouais vraiment j'étais ultra vénère. Et voilà, parce qu'il parle beaucoup en fait des risques qu'il prend, du fait que sa famille et ses proches lui disent de ne pas y aller, qu'il ment pour pouvoir y aller, et qu'il est rapatrié d'urgence en fait, en fin de compte, à un moment donné, parce qu'il est vraiment en danger. Et en fait, concrètement, il était parti en voyage d'agrément et il n'est pas allé là-bas pour rendre compte de la situation politique ou pour aider politiquement. Le résumé ne reflétait pas vraiment le livre lui-même. Voilà, donc c'est bien dommage. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez tous les livres qui m'ont déçue ou qui m'ont énervée cette année. Il y en a peut-être moins que l'année dernière, je ne sais pas. Je vous ferai donc une vidéo sur les meilleures lectures. Si vous voulez aussi les mentions honorables, dites-moi, parce que je pense que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. En fait, si je vous parle des mentions honorables plus des meilleures lectures, ça va être trop long. Vous aurez aussi les objectifs 2026 et la palle qui est impressionnante. Je crois qu'en fait... comme l'année dernière j'ai lu j'ai lu beaucoup de livres, mais j'en ai pas lu énormément qui sont très longs. J'ai mis pratiquement que des pavés en fait dans cette palle. Donc et je suis déjà en train d'en lire un qui voilà, là. Bientôt fini, je vais essayer de le finir là. Mais voilà, merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos pires lectures de 2025. Je suis fière de moi de ne pas m'être trop énervée. Et bien sûr, encore une fois, si vous avez aimé ces livres, libre à vous, d'ailleurs on peut en discuter. Parce qu'on peut toujours, peut-être pas changer d'avis, mais au moins avoir un débat éclairé sur les livres qu'on a aimés ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, ou si vous ne les avez pas aimés non plus, quels sont les livres que vous n'avez pas aimés. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!